Michel Savy rappelait en début de matinée que les villes étaient un enjeu essentiel du point de vue de la décarbonation. Pendant que Berlin faisait la pastille verte, pendant que Londres faisait le péage urbain, Louis Nègre en parlait, pendant que les villes scandinaves innovaient beaucoup en matière d'aménagement des circulations, on a eu l'impression que les villes françaises étaient un peu à la traîne, faisaient beaucoup pour les transports en commun, mais avaient quand même quelques réticences à s'engager résolument dans des solutions de type de celles qui étaient évoquées en début de matinée. Que pensez-vous aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une accélération. Vous parliez qu'il ne fallait pas faire les choses de façon brutale. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du mouvement qui est en train de s'amorcer avec les zones à circulation restreinte, avec les pastilles, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour davantage associer le citoyen consommateur à ces politiques de décarbonation ? On est sur la bonne voie parce qu'on part de loin. On est sur la bonne voie parce que il y a une bonne prise de conscience que je pense que le comportement de nos concitoyens, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est liée, je crois, au travail de fond. Delphine là aussi faisait allusion à l'engagement des ONG, des associations depuis des années, qui peut-être pendant longtemps prêchaient parfois un peu dans le désert. Et aujourd'hui, compte tenu des enjeux climatiques, de la prise de conscience de la communauté internationale, les problématiques de la qualité de l'air sont des problématiques qui font partie du quotidien parce qu'ils impactent. C'est des questions de santé publique, c'est aussi des questions qui nous viennent au travers de ce qui se passe au niveau de la planète. Par exemple, tous les jours, quand on vous parle de la situation de nos amis chinois, évidemment, ça a un impact, y compris si nous, c'est pas la Chine. Et donc, moi, je crois qu'il faut surfer, entre guillemets, sur cette prise de conscience, sachant que chaque fois, on doit avoir le souci, c'est on est des citoyens du monde, on est des citoyens responsables, mais on n'est pas on doit être dans la pédagogie, non pas dans la répression, la punition, et sinon on ne fera pas adhérer. Et de ce point de vue-là, on voit par exemple la pastille là qui est mise en place pour le 1er janvier 2017, même si je pense que il va y avoir un peu de souplesse là aussi pédagogique avant d'aller envisager des sanctions, a connu un succès relativement important, puisque je crois qu'il y a un peu plus de 2,5 millions de Parisiens qui l'ont commandé. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on l'a commandé qu'on la reçoit, parce que moi je l'ai pas reçu, par exemple. Mais bon, je pense que ça veut dire qu'il y a de l'embouteillage, donc c'est pas grave. Puis du coup, ceux qui ne sont pas mis vont s'y mettre. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus des choses qui choquent. Par contre, il faut peut-être aller plus dans la sophistication. On voit les limites de la circulation alternée. Après, on doit aussi faire attention, mais ça a été aussi fait allusion par Delphine. Je veux dire, il y a des gens, on les a mis dans des choix. Non, on les a mis dans des obligations parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc quand on change de politique, on doit faire très attention parce que ça impacte les plus fragiles. Le tout diesel, moi je suis très sensible aux questions de précarité énergétique en tant que président de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Par exemple, dans le rural, ils ont la double peine, ceux qui sont en précarité énergétique. Ils payent très cher leur facture d'électricité parce qu'ils sont dans des logements mal isolés. Et en plus, ils roulent avec une vieille voiture diesel qui pollue beaucoup et qui consomme aussi pas mal. Et donc, on va pas leur dire... ou je sais pas comment on va pouvoir leur dire, demain c'est fini. Non, ça peut pas être fini. Ça n'a pas été anticipé, il faut assumer. Mais en même temps, il faut que les vieux diesels sortent du parc. Donc tout ça, ça montre qu'il faut des politiques publiques anticipées de longue durée, parce qu'il serait paradoxal que ceux qui sont pas responsables de cette situation en fassent les frais. Il n'y a pas de transition énergétique et écologique réussie sans traiter la question sociale et sans embarquer tout le monde, y compris les plus fragiles. Delphine Batho, sur ce thème, sur cette inclinaison des politiques publiques, on a l'impression qu'il se joue quelque chose un an après la COP21, un an après le scandale Volkswagen. Est-ce que vous partagez ce qui est en train de se faire ?
Pardon, mais moi je trouve que ça ne bouge pas assez. D'abord au niveau européen. C'est quand même invraisemblable, après une affaire comme celle de Volkswagen, qui est un peu comme, vous savez, la pelote que l'on déroule, hein, puisque ensuite sont révélés tous les écarts entre les protocoles de test et la réalité. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'attends avec intérêt les conclusions de la commission d'enquête du Parlement européen, et j'espère que ça va être un coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'il n'y a rien de plus mortel pour l'Europe, cette affaire étant d'ailleurs assez révélatrice des difficultés globales de l'Europe, hein, sur bien des sujets. Il n'y a pas de poison plus mortel que l'immobilisme. Ce qui nous plombe, ce qui affecte la compétitivité de l'industrie européenne, dans une situation où sur l'automobile, il y a une compétition mondiale sur la question de la crédibilité des normes, de l'efficacité des normes, des objectifs stratégiques, c'est l'immobilisme. Ensuite, ça bouge lentement. La vignette critère, elle était annoncée en février 2013, vous voyez. Donc bon, ça avance, mais ça avance lentement par rapport à la première priorité en termes d'impact sur la pollution en France, c'est d'abord le renouvellement du parc. En termes de masse, on peut débattre à l'infini des nouvelles normes pour les nouveaux véhicules neufs. Il se trouve que les Français achètent de moins en moins de voitures neuves et qui gardent leurs voitures de plus en plus longtemps. Et donc on a 61% des diesels qui roulent en France qui ne sont pas équipés de filtres à particules. C'est ça la réalité. Et donc la priorité, sans retomber dans les erreurs qui ont été commises dans le passé, enfin les erreurs, on peut toujours refaire l'histoire, sans revenir à des formes de primes à la casse qui ont des effets négatifs pour l'industrie automobile parce que vous avez un soutien artificiel à un moment au marché qui se traduit ensuite dans un deuxième temps par une diminution des ventes, et qu'en fait ces mouvements de montagne russe là sont d'un point de vue industriel vraiment assez catastrophiques. Bon. Donc il faut organiser sur plusieurs années le renouvellement du parc. Je pense que les vignettes y contribuent, les primes à la conversion y contribuent. Nous on demande dans le rapport le doublement de la prime à la conversion pour que les personnes qui ont un diesel de plus de 10 ans puissent acheter un véhicule d'occasion Euro 6. Hein, pas seulement la prime pour acheter un véhicule électrique, mais aussi acheter un véhicule d'occasion Euro 6, parce que ce que dit Bruno Legevin est vrai. Bon. Cette prime aujourd'hui, elle n'existe par exemple que pour acheter un véhicule d'occasion essence. Bon. Mais concrètement, par exemple, moi dans les Deux-Sèvres, où on doit avoir 80 à 90% des gens qui ont un véhicule diesel. Le diesel récent reste pour les personnes qui font plus de 20 000 km par an, adaptés à leur usage. Et que la puissance publique les oblige, entre guillemets, à se tourner vers un véhicule essence n'est pas un bon calcul du point de vue de leur pouvoir d'achat et du point de vue de l'utilisation rationnelle du véhicule le plus adapté à l'usage qui en est fait. Bon. Avec ce paradoxe que la pollution est en ville et que les gens qui ont le plus de dépenses de carburant et qui donc sur une année cotisent le plus à la fiscalité de l'État sur les carburants, c'est les ruraux et les périurbains. Et que donc ces effets sociaux, on doit aussi les prendre en compte par rapport à une réalité, une réalité sociologique de ces questions liées à la pollution. Le troisième levier pour accélérer le renouvellement du parc, c'est le contrôle technique. Il n'y a aujourd'hui aucun contrôle pollution au contrôle technique. Il y a des choses qui ont commencé à être mises en place dans la loi de transition énergétique qui doit s'appliquer en 2019, mais qui sont extrêmement importantes pour que, de la même façon qu'on vérifie qu'un véhicule est sûr, qu'il est clair, qu'il freine, etc., on vérifie qu'il respecte les normes de pollution pour lesquelles il a été homologué. Ça paraît absolument fondamental. Merci. Claude Cham, vous présidez l'Union routière de France. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant sur la nécessité d'une mutation industrielle. De votre propre point de vue, comment vous voyez ces objectifs d'évolution ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier moi aussi d'avoir été invité à cette table ronde qui m'intéresse particulièrement.
Je voudrais saluer le sérieux qui est reconnu par tous du rapport de Madame Bateau, qui est fort bien documenté et auquel, personnellement, sur les 3 piliers, je ne peux que souscrire, dans la mesure où je pense qu'effectivement, le problème des normes, le problème du contrôle et le problème, je dirais, de la neutralité technologique et fiscale sont des problèmes fondamentaux. Ce que je voudrais rappeler sur ces problèmes de liaison industrielle, d'industrie automobile et de transition énergétique, c'est que l'industrie automobile ne peut plus, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, s'analyser au niveau d'un pays comme le nôtre, voire même au niveau de l'Europe, et ne peut plus que s'analyser au niveau mondial. Et je crois que nous devons tous être conscients que cette contrainte va peser beaucoup sur notre propre industrie française. Pourquoi ? Vous venez de le rappeler, madame, fort justement, le marché des véhicules neufs, aujourd'hui, fluctue 2 millions, 2,3 millions. Voilà ce que c'est que les ventes de voitures neuves sont dans notre pays, par rapport à d'autres pays où les masses qui sont en jeu sont 1000 fois plus importantes, enfin sont beaucoup plus importantes, que l'on parle des États-Unis, que l'on parle de la Chine, que l'arrivée de l'Inde qui va arriver. On s'aperçoit tout de suite que le poids relatif de notre pays va se trouver diminué. Donc, l'industrie automobile s'est mondialisée. Elle s'est d'ailleurs mondialisée, ce qui n'est pas suffisamment dit. Alors, en tant qu'ancien président des équipementiers automobiles, je me permets de le souligner, c'est que ceux qui se sont internationalisés avant les constructeurs français, ce sont les équipementiers. Qui équipementiers ont été amenés à devoir, compte tenu de la difficulté qu'ils avaient sur leur propre marché domestique, à s'internationaliser bien avant les constructeurs français et à servir l'ensemble du panel des constructeurs automobiles. Donc, aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'évolution technologique de l'industrie automobile, on ne peut pas, un équipementier ne peut pas l'analyser que pour servir un simple marché. Il va le servir sur une multiplicité de marchés et bien évidemment, la logique industrielle et la logique économique fait qu'il va effectuer ses choix en fonction des rentabilités, des retours sur investissement, etc., etc., etc. Donc c'est une contrainte. Donc je suis intimement convaincu que si nous voulons peser d'une façon, je dirais, objective et efficace dans cette évolution que je crois est maintenant inéluctable. Vous m'auriez interrogé il y a seulement 7 ou 8 ans, je ne vous aurais pas dit cela parce qu'il y avait encore beaucoup plus de scepticisme. Aujourd'hui, je pense que dans l'industrie automobile, tout le monde a compris qu'il fallait qu'il y ait une évolution vers des moteurs qui sont de moins en moins polluants, vers des énergies de plus en plus propres, et que tout ceci est une tendance qui ne sera plus remise en cause. La question est comment le faire ? Alors vous venez fort justement, madame, de le dire, c'est qu'il faut prendre l'analyse du parc. Le parc français, c'est grosso modo, suivant que l'on prend les véhicules utilitaires légers dedans ou pas, entre 33 et 38 millions de véhicules. Ce parc, aujourd'hui, il vieillit chaque année et il est autour de à peu près bientôt 9 ans d'âge. Alors ça dépend, 9 ans d'âge, bien. Et il se renouvelle tous les 15 ans. Donc à ce rythme-là, pour pouvoir arriver à avoir un parc qui va se retrouver avec des moteurs de plus en plus propres, nous avons un délai qui est relativement important. Je crois que la question fondamentale qui se pose à nous, plus que, certes, si le marché du neuf est incitatif, là encore, il faut regarder qui achète les voitures neuves. Les voitures neuves sont principalement aujourd'hui achetées par des sociétés, loueurs, et après, lorsque vous regardez la moyenne d'âge des gens qui achètent des voitures neuves, nous sommes aujourd'hui à 60 ans, c'est-à-dire des retraités. Et non pas des gens, enfin des retraités, ou futurs retraités, excusez-moi, ou futurs retraités, qui sont déjà pas avec une mobilité contrainte aussi pressante que celle du jeune ménage qui a 2 ou 3 enfants, qui est obligé d'amener à l'école, de ceci, de cela, etc., etc. Donc, voilà des paramètres, un ensemble de paramètres que je voulais souligner et qui pour moi est extrêmement important, c'est qu'il faut replacer le débat que nous avons dans ce contexte de la contrainte
qui doit être prise en compte de la mondialisation. Car aujourd'hui, le premier marché d'une société comme Forcia, qui est pourtant filiale de PSA, c'est pas la France. Le premier marché d'une société comme Plasticomium, c'est pas la France. Le marché français pour une grande société comme Michelin, aujourd'hui, est un marché qui représente à peu près, ancien pneumaticien, je connais à peu près le système, c'est à peu près 10% de son marché mondial. Donc vous comprenez bien que les arbitrages se feront à partir de là. Donc derrière, il faut que la puissance publique, à mon avis, ait une incitation qui permette aux acteurs économiques, industriels, à trouver le retour sur investissement justifié par rapport aux incitations qui lui sont faites. C'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est que face à l'évolution que nous avons, aujourd'hui, j'aimerais connaître la personne qui, avec absolument certitude, pourrait dire c'est telle technologie qui va dominer le marché. Électrique, hydrogène, downsizing du moteur thermique, qui va durer encore un certain temps et que je crois avec lequel il va falloir s'accommoder pendant un certain temps. Personne ne le sait. Il y a un véritable foisonnement. Aujourd'hui, beaucoup de progrès sont faits. Moi, je suis d'ailleurs récemment très impressionné par rapport aux évolutions technologiques qui se font dans l'industrie automobile. Je reviens des États-Unis, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai participé au Mondial récemment, j'ai participé au Tech Day d'une société que vous connaissez qui est équipementière automobile qui s'appelle ZF. Et j'ai pu, à cette occasion, tester l'entrée dans le trafic d'une voiture autonome. Je dois vous dire que j'ai quand même été assez bluffé de la façon dont le personne discute avec vous tranquillement. Ça s'est passé à Trappes. Vous connaissez la Nationale 20, cet endroit, elle n'est pas particulièrement accueillante. Rentrer dans le trafic, la voiture estime sa capacité à pouvoir dépasser, s'inscrit dans le trafic, régule sa vitesse. Ah bon, c'est assez formidable. De l'autre côté, alors nous, Français, nous approchons l'autonomie du véhicule par ce qu'on appelle la basse vitesse, sur lesquelles nous avons des technologies très avancées, en particulier la société Valeo. Les Allemands l'approchent par un autre angle, la haute vitesse. Et là, vous avez une société comme Audi, qui récemment a fait des essais à Ingolstadt, qui sont tout à fait fascinants. Vous avez une voiture qui s'appelle Tapis Rouge, une BMW relativement de haut de gamme, qui arrive et qui toute seule va vous déposer puisqu'elle est prévue pour pouvoir amener les participants au Festival de Berlin en toute autonomie. Vous en avez une autre qui s'appelle, je crois, Prodi ou Brody, un nom comme ça, qui est une BMW avec un moteur, tenez-vous bien, 560 chevaux, qu'on vous fait tester à Ingolstadt avec un ingénieur qui lâche le volant et qui vous fait tester ça, et où on constate aujourd'hui que le véhicule est en capacité à être de meilleure qualité en autonomie qu'avec des essayeurs. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous avaient eu l'occasion de tester des véhicules par des essayeurs. Ça m'est arrivé, moi, dans ma carrière, assez souvent. Je suis un peu entraîné. Il y a quand même quelques fois où vous vous faites quelques frayeurs. Et quand vous voyez que le véhicule, en toute autonomie, est en capacité de le faire mieux qu'un être humain, donc vous êtes... Je crois que les progrès, je vous cite ces quelques anecdotes pour vous dire que ça avance dans l'autonomie et ça avance vite. Le véhicule connecté avance aussi très vite. Donc je crois qu'il y a un foisonnement qui fait, je discutais sur le dernier sujet qui est récemment sur l'hydrogène, on s'aperçoit aussi que la barrière pour l'arrivée de l'hydrogène était aussi le coût des infrastructures qu'il fallait implanter, et où aujourd'hui une station hydrogène par rapport à une station classique, si le différentiel de coût est encore existant, il se rapproche de plus en plus. Donc tout ça avance. Qui va gagner? Comment ça va se passer? L'arbitrage entre les différents pays du monde va peser lourdement. Donc je crois qu'il faut se préparer à des scénarios qui vont évoluer et se mettre en position pour préparer notre industrie à être la mieux en capacité de répondre à ça. Surtout que, vous le savez, malheureusement, quand on regarde les résultats, vous le rappeliez, madame, quand on tangente à peine l'équilibre économique et puis que l'on n'a pas de réserve suffisante,
investir dans la recherche et le développement, c'est beaucoup plus difficile que quand on s'appelle Toyota ou quand on s'appelle Volkswagen, etc., qui ont des capacités financières supérieures aux nôtres. Donc moi, ce que je crois, et j'en terminerai là-dessus, c'est que je suis, personnellement, très intéressé à la dernière révolution, enfin l'autre révolution qui est en train de se faire, qui je crois qui est dans les esprits de tous, où la propriété est en train de céder progressivement le plat à l'usage. L'automobile, qui était un objet, je dirais, de promotion sociale, est en train de perdre un peu ce statut sous différents effets, qui sont certains très louables, d'autres un peu moins, dans la mesure où quand on a la pression de ne pas pouvoir acheter son appartement, d'avoir un budget contraint, les moyens de transport en souffrent, etc., etc. Donc les jeunes achètent de moins en moins de véhicules, et il y avait un sociologue qui disait « Moi, ma mobilité, ça sera mon smartphone et mes baskets ». Et on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont prêts à venir vers, je dirais, le partage du véhicule. Et je crois que là, j'ai un grand espoir dans les mathématiques, où je pense que les algorithmes que nous sommes en train de développer peuvent permettre d'apporter la réponse de l'adéquation entre le besoin et l'offre. Et que là-dessus, s'il y a un sujet sur lequel la puissance publique doit pouvoir, je dirais, faire le travail d'anticipation qui est le sien pour ouvrir la voie et permettre aux industriels de s'engager, est là un sujet tout à fait intéressant au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État central. Bien évidemment, je crois que là encore, il faut faire attention à prendre le contexte général, parce qu'on ne pourrait pas avoir des réglementations locales qui ne seraient pas en accord national ou qui ne seraient pas en accord avec l'Europe. Mais je pense qu'il y a une piste extrêmement fructueuse pour pouvoir faire avancer les choses. Je dirais même que ceci ne s'arrête pas au transport de personnes, mais que pour moi, le transport de marchandises peut tout à fait aussi bénéficier de cela. Quand Michel Saville, qui est un grand spécialiste de ces questions, je ne m'amuserai pas à rivaliser avec lui sur le sujet, mais on parle de la massification. On peut parler de massification que quand on traite le problème du dernier kilomètre correctement. Car il faut que tous les matins, notre jus d'orange qui était là, nous sommes un peu schizophrènes. Ne tolérons pas les embouteillages, ne tolérons pas le manque de fluidité, mais nous sommes heureux d'avoir tout ce que nous avons à disposition tous les jours. Or, je suis surpris que malgré l'évolution des moyens, je dirais, informatiques, des smart grids qui se développent, de tout ça, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez en faire l'expérience quotidiennement, bien pratiquement toutes les livraisons se font en dehors des places de livraison. Des observations instantanées font que vous constaterez que pour rentrer dans une place de livraison par l'avant, pour un camion, c'est pas possible à l'heure actuelle parce qu'il y a une voiture devant et une voiture derrière, et qu'il faut avancer et faire une marche arrière. Conclusion, 80% des livreurs se mettent en double file devant la place de livraison qui en général est disponible et font le démarchage et vous attendez. Bon, là aussi, il y a alors psychologiquement, si vous voulez, un effet où on s'aperçoit que les gens dramatisent souvent le temps d'attente parce que il n'est pas si énorme que ça, mais c'est quelque chose. Donc là, il y a des pistes, à mon avis, d'évolution extrêmement importantes. Connecter les véhicules entre eux peuvent permettre, je dirais, d'améliorer énormément de choses. Donc je crois que là, il y a une grande piste qui devrait permettre à répondre, si vous voulez, aux besoins de transition énergétique. Il est incontestable que la société humaine n'acceptera pas dans les 20, 30, 40 et 50 prochaines années, d'avoir des transports polluants et qui viennent affecter sa santé. Donc, il est indispensable que nous répondions à ça. L'industrie automobile se prépare à cela, elle doit y répondre. La seule chose dont elle a besoin, si vous voulez, c'est d'avoir des points de repère clairs dans un environnement mondial et qui ne bougent pas, car sachez que pour développer un véhicule, je m'adresse à des spécialistes,
ceux dans lesquels vous allez monter dans 5, 6, 7 ans, ils sont déjà dans les cartons, ils sont déjà en train, et que quand on a passé les gateways, à ce moment-là, le go, no-go étant donné, les milliards d'investissements que ceci nécessite permettent plus de faire machine arrière. Donc, ce que moi je demande dans ce domaine, c'est d'avoir un éclairage qui prenne en compte ces contraintes, à l'intérieur desquelles, bien évidemment, nous, industriels de l'automobile, nous venions nous inscrire dans le respect, bien évidemment, ce qui vient de se passer avec cette tricherie est inadmissible, ça n'aurait pas dû se produire, ça aurait pu être évité. Mais là encore aussi, il faut se poser quelques questions sur les causes. On sait que les cycles qui étaient de test avaient été contestés, que ça avait amené beaucoup de discussions. Peut-être, et vous l'avez dit, Madame, fort justement, s'il y avait eu un dialogue un peu plus constructif sur ces sujets-là, avec un peu plus d'écoute de part et d'autre, on aurait peut-être pu éviter ce genre de choses et qu'un petit malin, qui est d'ailleurs pas un constructeur automobile, puisque c'est un logiciel qui a été fabriqué par un équipementier, ait trouvé ce système qui permettait de truquer les choses. Donc moi, je crois beaucoup, si vous voulez, à une évolution qui va dans les comportements. Et à partir du moment où les citoyens trouveront la juste réponse à leurs besoins, qu'ils soient de transport individuel, de transport collectif, de transport de marchandises, je pense que les ruptures se feront. Par ailleurs, ne pensons pas, et je crois qu'il faut y être aussi vigilant, c'est peut-être mon dernier point, ça sera mon dernier point, nous avons, nous, en Occident, souvent été le lead des grandes modifications en termes d'industrie, en termes de comportement, etc. Peut-être que l'Orient sera demain les régions qui viendront nous apporter un certain nombre de réponses compte tenu des marchés de masse qu'ils représentent. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse un petit peu ou en complément de ce que j'avais entendu précédemment. Merci beaucoup Claude Cham pour ces éléments.